je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Avant de débuter cet update lecture, je tiens à signaler que ces lectures ont été faites sous le... sous l'axe, on va dire ça comme ça, sous l'axe du bingo du plib et du mois de la fantasy, qui sont deux challenges qui se sont déroulés lors du mois de mai. Et je mets ça au passé parce que j'ai pas encore fini le challenge, moi on est le 21 mars, mai, oh là là. Pour moi, au moment du tournage, on est le 21 mai, mais je me connais, le temps que vous ayez cet update, ça sera fini depuis longtemps. Bref, donc si vous êtes déçus de vous dire « Ah là là, si seulement j'avais pu faire ce challenge, si seulement j'avais suivi Clem sur les réseaux sociaux, là où elle a mis toutes les informations à propos de son challenge et de sa réussite du challenge », bah voilà. Vous auriez su si vous me suiviez sur Instagram, vous auriez su. Je mets tout régulièrement, dès que j'avance dans mes lectures pour ces challenges, je le mets sur les stories Instagram. Fallait me suivre là-bas. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai participé à ces deux challenges en mai. Alors soyons honnêtes, j'ai plus participé activement au bingo du plid qu'au mois de la fantasy, pour la simple et bonne raison que dans le genre SFFF, la fantasy c'est le genre qui me plaît le moins. Voilà, je vais pas le détailler ici, ça serait long et casse-pied, vous êtes pas là pour ça, mais bref, la fantasy c'est pas le genre que j'aime le plus. Et du coup je me suis rendu compte que dans ma palle j'en avais très peu, j'avais genre 5-6 livres, et clairement ça faisait... Enfin, parmi ces livres-là, il y en avait 3 au moins qui sont dans ma palle depuis 2017, les gars. 2017. Ça vous donne une idée de ma fuite avec la fantasy. Voilà, je ne m'approche pas trop de ce genre. Et en plus, quand je suis allée sur le groupe Facebook du challenge, justement, et que j'ai demandé si les 2-3 lectures que j'avais fait pour le bingo du plib, je pouvais oui ou non les intégrer au mois de la fantasy, parce que j'étais pas sûre si oui ou non c'était de la fantasy, bah les gens qui m'ont répondu, ils étaient pas d'accord. Ils avaient pas tous la même définition. J'étais en train de parler de trucs hyper techniques, j'étais en mode non mais les gars, vous prenez pas la tête pour si peu. Du coup, je suis pas sûre de qu'est-ce qui est de la fantasy ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu par-dessus la jambe le challenge c'est de Steph de Piketty, qui fait le mois de la fantasy. Je l'ai pris un peu par-dessus la jambe et je me suis dit, je me concentre sur le bingo du plib. Et puis si je peux intégrer des trucs qui iraient dans le mois de la fantasy, bah je ferai, voilà. D'ailleurs, c'est de Steph de Piketty que vient ce magnifique Serre-Tête Gryffondor que j'adore. Et Laurine elle-même en pouf souffle, peut-être le verrez-vous un jour en vidéo, je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire que... Parce qu'il y a un sens à ce que je dis. Ce sont des challenges qui ont dirigé mes lectures et qui du coup fait que j'ai lu en grosse majorité de la science-fiction fantasy fantastique, puisque le plib, je rappelle, c'est un prix de l'imaginaire Booktubers App, donc qui dit prix de l'imaginaire dit pas de contemporain, de romance et autres, donc forcément dans leur bingo il y avait très peu de romance et autres, hein. Bref. Donc à chaque fois que je vous présente un livre, je veux aussi vous dire quelle case ça m'a permis de valider pour le bingo, comme ça même si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, vous aurez une vague idée de ce à quoi ça m'a, entre guillemets, servi. Bon, cette fois-ci on se lance pour de vrai, plus de blagues. Je vous présente donc Les Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream, qui est un livre qui traînait depuis 2017 dans ma palle. Ouais. Donc ça craint que ça traîne depuis 2017 dans la palle, mais en même temps, c'est bien que je l'ai sorti, je suis fière de moi. Donc, ce livre qui a la principale intérêt visuel d'avoir un trou, salut les gars. Bref, c'était très débile. Tout ça pour dire que j'ai mis énormément de temps à lire ce tome 2, parce que je me suis autorisée une si grosse pause. 1, parce que le 1 m'avait pas plu tant que ça, et 2, parce que beaucoup de gens disent « Ah là là, en fait le 1 c'est plus une sorte de préquel qu'un vrai tome 1, ça commence vraiment à bouger et à se passer des trucs dans le tome 2. » Je suis pas vraiment d'accord avec ça, et c'est ça qui m'a foutu dans la panade. Je vous explique. En fait, le tome 1, du coup, je l'ai lu avant 2017, puisque quand je l'ai acheté en 2017, j'avais lu le tome 1 déjà. Donc je l'ai lu depuis très longtemps, le tome 1, j'ai évidemment tout oublié, mis à part le fait que c'était une histoire de métamorphe. Parce que oui, je ne vous ai pas fait de résumé, mais je vois mal quoi vous dire d'autre que c'est une histoire de métamorphe. Parce que, je vous dis, je me rappelle plus du pitch du premier tome. En fait, si vous voulez, dans le premier tome, c'est le héros qui va découvrir qu'en fait c'est un métamorphe, et en fait, on va lui expliquer toute l'historique de pourquoi c'est un métamorphe. Donc on va suivre l'histoire de ses ancêtres, avant de suivre son histoire à lui, de pourquoi ses ancêtres, ils ont commencé à devenir des métamorphes. Et c'est pour ça que c'est une sorte de préquel, entre guillemets, parce que on suit pas notre personnage principal, mais ses ancêtres.
Et en même temps, si c'était vraiment une sorte de préquel, j'aurais pas été larguée au début de ce tome 2. Et là, je vous promets, j'étais vraiment très très larguée. Et comme j'ai pas trouvé de résumé spoilant, j'avais clairement pas la foi de le relire le premier, parce que comme je vous l'ai dit, ça m'a pas plu de ouf, donc c'était un peu la galère. S'ajoute à cela le fait que clairement, il y a rien d'extraordinaire dans cette histoire. C'est une histoire de fantastique sympathique, mais il y a rien d'extraordinaire. Donc ça m'a pas aidé dans ma lecture. Alors je dirais le tome 3. Le tome 4, je sais pas. Je dirais le tome 3 parce que, histoire de finir, vous voyez. Tome 4, je sais pas parce que comme c'était prévu pour être une trilogie de base, pas sûr que le tome 4 soit nécessaire. Et en plus, je crois pas qu'il a eu des critiques extraordinaires. Donc je pense que je lirai le tome 3, mais pas forcément le tome 4. Dernier point négatif, et je passe au point positif parce qu'il y en a quand même. Dernier point négatif, il est très peu agréable à lire. Au moment de le lire, je m'en rendais pas trop compte. Mais quand j'ai changé de livre et que je suis passée à ma lecture d'après, je me suis dit « Oh, il est trop bien !» Physiquement parlant, à lire celui-là, celui d'avant, il était pénible. Parce qu'en fait, il est très dur. Je sais pas si... Il est très dur, il est pas très malléable, et en fait, on peut pas l'ouvrir beaucoup, à moins de péter le dos, ce qui est donc pas agréable du tout pour la lecture. Donc physiquement parlant, le livre, bof. Par contre, du point de vue positif, alors point de vue négatif, passe mal à la caméra parce que brille trop. Non, c'est pas un vrai point négatif, hein, je blague. En point positif, donc, l'histoire est fluide. L'histoire est fluide. L'histoire est assez sympathique. Les métamorphes sont vues d'une autre manière. Parce que c'est pas juste bonjour, je peux me métamorphoser. Vous voyez, il y a autre chose derrière, mais je vais pas vous le détailler parce que je sais plus si c'est dans le résumé du tome 1 ou pas du tout. Mais en tout cas, c'est très sympa. Et enfin, dernier gros point positif, le personnage principal est vraiment très chouette. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et notamment son parti pris. C'est-à-dire qu'il a un parti pris intéressant qui n'aurait pas forcément été le parti pris dans un autre roman, ou peut-être d'une autre autrice, je sais pas. Mais en tout cas, le personnage principal est très sympa. Moi je le trouve attachant, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je l'aime bien. Et j'aime bien ses choix. Pas forcément comment il veut atteindre ses objectifs, mais dans la globalité j'aime bien ce qu'il choisit de faire. Voilà. Donc je sais pas trop si je vous recommande la série. Bif bof, moi ça m'a pas plu de ouf. Mais si vous êtes prêt à lire un truc un peu plus contemplatif et pas à fond dans l'action, pourquoi pas, lancez-vous. Testez au moins je dirais bien au moins le premier tome, mais il représente mal le... Ils sont pas dans la même ambiance les deux, c'est ça qui est un peu curieux. Donc bon, écoutez, je sais qu'ils sont en poche, tentez en poche. Ensuite, toujours pour le bingo du plib, j'ai lu Au service de Sa Majesté la Mort, le tome 1, L'Ordre des Revenants, de Julien Hervieux aux éditions Castelmore. Alors, moi je l'avais reçu dans le cadre de la box 1001 livres, mais après lecture, je suis assez mitigée, je sais toujours pas si je l'aurais naturellement mis en jeunesse ou en young adulte. Donc, si ça vous fait pas peur la jeunesse, allez-y, y a pas de souci, mais je tiens à prévenir avant parce que, je vous dis, moi je suis un peu mitigée, je sais pas trop dans quelle catégorie je l'aurais mise. Petit point à noter, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, mais à cause de la contrainte du plib, merci le bingo du plib, c'est pas bien. Parce qu'en fait, c'était une lecture que j'ai faite intégralement en pyjama. Du coup, à chaque fois que je m'habillais, bah, je changeais de lecture. Et comme mon autre lecture, ma lecture dite habillée était plus sympathique, bah en fait, je l'ai beaucoup fait traîner. Sorry. Mais je l'ai fini avant la fin du mois, donc peu importe. Pour le pitch, on va suivre Elisabeth, qui est une journaliste, mais qui n'a pas... Enfin, il y a un journaliste plus connu qu'elle qui utilise ses articles parce qu'elle c'est une femme et que c'est au 19e siècle, pardon. Et du coup, bah en fait... il n'y a pas son nom à la fin de ses articles, c'est je sais plus comment ça s'appelle, bref. Donc elle fait un accord avec un journaliste qui n'écrit plus mais qui est connu et apprécié, et elle donne ses articles, et lui il met juste son nom, sa signature dessus, et voilà, ils se font de la thune comme ça. Sauf qu'un jour, elle va un petit peu trop fouiner et va se retrouver décédée. Je ne vous spoil pas, c'est le tout début, pas de soucis. Et en fait, quelqu'un va la ressusciter, entre guillemets, parce que ils veulent qu'elle fasse partie de l'Ordre des Revenants, qui, en fait, va tuer les gens qui auraient déjà dû mourir. Parce qu'il y a des gens qui ont découvert comment surmonter la mort, mais ils auraient pas dû. Du coup, bah, l'Ordre des Revenants va se charger de les assassiner. Voilà. Pour le pitch, je vais m'arrêter là, même s'il y a d'autres trucs que j'ai très envie de vous dire, mais on les découvre trop tard dans le bouquin pour que ça soit pas un spoil. Mais j'ai adoré plein d'aspects dont je ne peux pas vous parler, mais bref, c'est pas grave, je ferai avec. Je vais vous parler des aspects dont je peux vous parler. Première chose, déjà, le personnage principal est génial. Moi j'adore Elisabeth, j'adore sa façon de réfléchir, de fonctionner, d'envisager sur tout ça, parce que l'Ordre des Revenants, faut s'y faire quand même. Enfin,
surtout au 19e siècle. J'ai trouvé en tout cas qu'on s'y identifiait très bien à cette Elisabeth, qu'elle était très sympa et que c'était vraiment pas compliqué de s'imaginer dans sa peau et d'avoir les mêmes réactions. Mais les autres personnages sont aussi très chouettes et très attachants. L'ordre des revenants, ils sont 5 en comptant Elisabeth, je crois, et j'ai bien aimé, ou en tout cas j'ai apprécié tous les personnages qui sont là. Il y en a que j'ai pas aimé, mais j'ai apprécié pas l'aimer. Vous voyez le truc? Enfin, ça montre que l'auteur a bien écrit son truc étant donné que je ne les ai pas appréciés. Vous voyez? Je sais pas si c'est très clair, mais je suis sûre que vous avez une idée de ce que je veux dire. Ça c'était du côté du positif, mais du côté du négatif, parce que malheureusement il y en a aussi. Clairement, c'est un premier tome qui souffre d'un syndrome de premier tome, c'est-à-dire je fais une introduction du monde, je t'explique comment ça va se passer à l'avenir, tu t'installes dans les personnages, dans l'univers et tout, mais il va pas se passer des trucs fous. Alors à la fin, oui, il se passe un petit truc, ça bouge un petit peu machin, mais clairement, à la toute fin, c'est en mode « Oh là là, les méchants se sont échappés !» C'est dans ce délire-là. Alors c'est pas forcément ça, mais c'est clairement dans ce délire-là de... to be continued, vous voyez. Donc je lirai la suite avec plaisir, mais c'est pas non plus un truc qui me... Voilà, je vais pas me jeter dessus la prochaine fois que je le vois en librairie, vous voyez le truc. C'est bon, je vais lire la suite, ça me fait envie, mais je vais pas me ruer dessus dès que je l'aperçois ou que ce soit. Il ne me reste plus que 4 lectures à vous présenter, et c'est pas 4 coups de cœur, mais on va de bonne lecture en excellente lecture, enfin bref, c'est l'apothéose. Le livre que je vais vous présenter, je l'ai lu trop récemment, si on peut dire ça comme ça, pour vous dire si c'était vraiment un coup de cœur ou pas. Donc je ne saurais pas dire. C'est un petit coup de cœur si vous voulez. Il s'agit de Si on chantait aux éditions PKJ 2. Et là je suis obligée de regarder parce qu'il y a trop de monde. Suzy Morgenstern, Timothée de Fombelle, Clémentine Beauvais, Yves Grevet, Vincent Villeminot, Anne-Laure Bondou, Stéphane Michaka, Christophe Maury, Victor Dixon, Christelle Labos, Jean-Claude Bourleva, François Place, Jean-Philippe Harou-Vigneault. Beaucoup de monde, puisque c'est un livre réalisé collectivement pour la bonne cause, puisque tout l'argent est reversé au secours populaire. Donc déjà, avant même de vous parler de pitch, avant même de vous dire si j'ai bien aimé, enfin je vous l'ai déjà dit, mais bref vous avez compris, avant de dire pourquoi j'ai bien aimé, c'est une bonne action, pourquoi ne pas tenter votre chance, franchement. D'autant plus que c'est un petit jeunesse qui se lit vite. Vous faites pas de soucis. Le principe de base, je vais pas vous faire de vraiment synopsis, je vais juste vous faire le principe de base. Le principe de base, c'est que tous ces auteurs ont chacun écrit un chapitre. Mais pas en se disant, bon alors, toi t'écris ça, et toi cette partie, et toi machin. Non, du tout. En fait, il y a une première personne, donc c'est dans l'ordre, hein, dans l'ordre que je vous ai cité, une première personne qui a écrit le premier chapitre, qui l'a envoyé à la personne 2, qui a écrit le deuxième chapitre, qui a envoyé les 2 premiers chapitres à la personne 3, etc., etc. Donc en fait, la première personne ne savait pas ce qui allait être écrit après, et les dernières personnes n'avaient aucune influence sur ce qui se passait avant, si j'ai bien compris. Je vais pas vous faire de pitch, je vais juste vous dire que c'est un contemporain jeunesse. Donc ne vous attendez à rien d'extraordinaire niveau magie, fantasy, science-fiction, machin, il n'y en a pas. Et ensuite des enfants, donc si vous n'aimez pas la jeunesse, désolé mais ça sera pas pour vous. C'était une histoire fabuleuse, moi j'ai adoré. Alors déjà l'idée de base de se donner le relais pour écrire des chapitres, je trouve ça génial. En plus, il y a une folie là-dedans, trop bien. Clémentine Beauvais, je crois que je vais commencer à tout lire de Clémentine Beauvais, parce que son chapitre se démarquait tellement de ceux des autres, parce qu'il y a complètement la folie de Clémentine Beauvais que j'ai beaucoup apprécié dans l'autre nouvelle que j'avais lue d'elle et dans Les Petites Reines. C'était trop bien, Et son chapitre et les chapitres des autres, hein, rassurez-vous, mais ceux des autres se fondaient plus dans la masse. C'est-à-dire que vous m'auriez donné juste le chapitre de Clémentine Beauvais, je vous aurais trouvé que c'était Clémentine Beauvais. Les autres, bon, c'est un chapitre, mais je vous aurais pas dit de qui c'était, vous voyez. Bref, c'était très sympa, les personnages sont extraordinaires, l'histoire est rocambolesque, il se passe des choses, mais tu te dis, mais what, mais pourquoi, mais quoi. Enfin bref, c'est génial, c'est plein de folie, comme je disais. Moi, les personnages m'ont beaucoup plu, ils étaient très différents, avec des attributs différents, mais très intelligents, malins, malicieux, enfin bref, au top. Et si vous avez peur que ça soit pas fluide à cause des changements d'auteur, vous inquiétez pas, ça passe comme une lettre à la poste, notamment grâce au changement de point de vue. Parce que de base, c'est une histoire toute simple. Mais comme il faut mettre 13 auteurs dessus, bah vous vous doutez bien qu'il va falloir un peu étoffer. Et on va partir de 2 personnages principaux, dont on va au début avoir les points de vue que de ceux-là, et puis au fur et à mesure, les autres auteurs vont un petit peu rajouter des points de vue. Et c'est en ça qu'il n'y a aucune perte de cohérence, c'est-à-dire que
un auteur va rajouter un point de vue qui n'a pas été donné avant, et du coup, il n'y aura pas de problème si le vocabulaire du personnage n'est pas le même, vous voyez? Ça posera pas de problème. Et c'était génial. Pareil, il y a d'autres choses pour rendre le tout fluide, il y a des petites blagues. Genre par exemple, il y a deux personnages qui sont des jeunes, genre 6 et 7 ans par exemple, et on nous dit que le gosse de 6 ans fait toujours ce que fait la grande sœur avec 12 secondes d'écart. Et ce qui est très drôle, c'est que ça va être, je sais pas moi, le deuxième chapitre, dans le deuxième chapitre qu'on va nous dire ça, mais on va retrouver à nouveau la petite blague, c'est un petit peu comme une private joke, vous voyez, qu'on va retrouver dans le chapitre 4, dans le chapitre 7 et dans le chapitre 10. Et moi j'ai trouvé ça trop bien, et très très drôle. Bref, du coup, je sais pas comment vous pourriez ne pas vouloir acheter ce livre parce qu'il est excellent, les personnages sont excellents, vous pouvez découvrir plein de nouveaux auteurs si vous les connaissez pas encore, l'histoire est fabuleuse et en plus c'est pour la bonne cause. Donc je sais vraiment pas ce que je pourrais vous dire de plus pour vous convaincre qu'il faut absolument que vous lisiez ce livre. Mais en tout cas, faites-le, c'est une excellente lecture. Le rikiki, mais alors rikiki bémol, que j'ai à donner, oui j'ai pu le lire mais je l'ai déjà rangé, j'ai la flemme de le ressortir, c'est qu'en fait ça s'appelle Si on chantait, et c'est pas que ça a aucun rapport avec le chant, mais j'ai trouvé que le rapport était trop minime pour que ça soit le titre, vous voyez. Bah, du coup je me faisais une joie qu'il y ait un peu de chanson, ou que vraiment ça chante régulièrement, ou qu'on parle de chansons, ou qu'on parle du fait de chanter régulièrement. Non, ça a pas de lien avec ça. Fiez-vous plus à la couverture à la limite où on voit plein de gosses, mais vous fiez pas trop au titre. Et puis si à la limite vous voulez absolument savoir de quoi ça parle, regardez le synopsis en librairie, en ligne, peu importe, regardez-le. Voici venir le temps de faire plaisir à Laurine. La 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 la. Je m'excuse pour les trop jeunes qui n'auraient pas la ref, sorry. Bref, merci à ceux qui ont chanté avec moi et ne m'ont pas laissé toute seule. J'ai donc relu et lu les tomes 1 et 2 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions PKJ, puisque je les ai en poche, en grand format, c'est aux éditions Lumen. Le premier tome n'a pas de titre, enfin on n'a pas de sous-titre, appelez ça comme vous voulez, et le deuxième tome s'appelle Exil. Dans une optique de pas me péter le poignet, je vais porter que le tome 2, puisque le premier était une relecture, donc je vais pas vous en parler dans le détail, juste sachez que je l'ai relu, ça m'a beaucoup plu, et du coup j'ai enchaîné direct avec le tome 2, parce que c'était l'objectif, j'avais tellement peu de souvenirs du tome 1 que je pouvais pas me permettre de lire le tome 2 direct. Quoique Laurine aurait très bien pu me faire un résumé. Mais bon. Je l'ai aussi lu dans le contexte du Plib, enfin les deux, c'est-à-dire qu'il fallait que je lise une relecture et il fallait donc que je lise une suite de saga. J'ai donc choisi celui-ci et pour le coup celui-là va rentrer dans le mois de la fantasy, puisque la plupart des gens ont l'air de dire que c'est de la fantasy, donc on va dire que c'est de la fantasy. Le premier tome je l'ai mis dans la relecture évidemment et je l'ai aussi mis dans les elfes. Il y a une catégorie, c'est il faut qu'on choisisse un peuple, donc elfes, nains, chevalier ou personnage du petit peuple. Du coup ça rentre évidemment dans la case elfe, et celui-là je l'ai mis dans la case créature fantastique, puisque comme vous l'aurez constaté, il y a une créature fantastique qui s'appelle la licorne, pas la licorne mais la licorne, qui est donc un personnage très important dans ce livre, du coup ça rentrait très bien dans la catégorie. Bref, pour le pitch de base, il s'agit de Sophie, qui est une enfant surdouée puisqu'elle est en terminale à 12 ans et elle lit aussi dans les pensées des gens. Alors, ça n'a pas de lien direct, on va dire, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle lit dans les pensées que c'est une surdouée, non. Mais bref, les deux sont vrais. Et donc, un jour, elle va rencontrer le fabuleux jeune garçon Fitz, qui va lui dire « Mais attends, mais t'es pas humaine en fait, t'es une elfe. Donc viens vivre avec nous, chez les elfes. » Voilà. Et du coup, on va suivre les péripéties de Sophie dans ce nouveau monde qu'elle ne connaissait absolument pas et qu'elle ne savait pas qu'elle faisait partie de ce monde. Cette phrase n'était pas correcte, mais vous avez compris. Donc le tome 1, disais-je, était toujours aussi bon. La première fois, je l'avais lu en lecture commune et c'était la toute première lecture commune que je faisais de ma vie, si bien que je l'ai très mal faite. Parce que je la faisais avec une autre personne qui n'avait jamais fait de lecture commune, donc j'avais la théorie en tête, mais je l'avais jamais fait en pratique. Et normalement, une lecture commune, on découpe le bouquin en 3-4 parties, à peu près, vous voyez ? Et à chaque fois qu'on a fini une partie, on en parle. Or là, on l'a découpé par chapitre presque. Alors peut-être pas, j'exagère un peu, mais je crois qu'on avait fait genre 2-3 chapitres par 2-3 chapitres. Du coup, étant donné que mon rythme de lecture était bien plus effréné que celui de ma meilleure pote, ça collait pas et j'étais frustrée parce que j'étais obligée d'arrêter ma lecture beaucoup trop régulièrement, ou en tout cas beaucoup plus que je ne l'aurais voulu.
Donc ça m'a fait vraiment du bien de relire ce premier tome et d'enchaîner avec ce deuxième tome qui était extraordinaire. Hein. Concrètement, c'était trop bien. J'ai très envie de me lire la suite, mais vous me connaissez, j'ai une palle déjà bien importante, donc je vais pas les emprunter à Laurine. Si je lis la suite, ça sera parce que je me serais acheté la suite en poche, mais je crois que genre ils auront poche au moins jusqu'au 6, donc c'est pas ça qui va me freiner quoi. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que comme Laurine est une grande fan de la série et les a relus il y a pas longtemps en plus, j'ai fait ce que j'appellerais des commentaires en direct. Donc j'avais ma petite application WhatsApp à côté, je lisais et à chaque fois que j'avais un commentaire, du plus futile au plus important, une théorie vaseuse, enfin vous voyez, j'envoyais un vocal à Laurine. Ce qui était extraordinaire. Donc je pense qu'en tout, elle a dû avoir 20 minutes bout à bout de vocaux qui servent à rien, mais on a beaucoup ri et l'une et l'autre. Elle adore prendre note de mes petites théories en mode haha moi je sais ce qui se passe, et moi j'adore les partager parce que ça me permet du coup de les réécouter plus tard quand je sais que ce que j'ai dit était de la grosse merde. Bref, vous avez l'idée. Je vais commencer par les 2 points négatifs et après je vous parlerai de mon amour de ce tome 2. Premier point négatif, c'est que concrètement il y a alors dans la façon de fonctionner politique on va dire des elfes, il y a un conseil des anciens qui sont les personnes les plus sages et tout, et qui font un peu les lois, sont un peu un tribunal aussi, enfin bref, ils font plein de trucs. Ils sont complètement incohérents, mais complètement incohérents. Ils savent pas ce qu'ils veulent, ou ils le font mal, ou ils sont pas d'accord les uns avec les autres, mais vraiment de manière drastique. Ça n'a aucun sens. Ils autorisent des trucs alors que 2 secondes plus tôt, ils ont pas autorisé un truc moins dangereux. Bref, vous voyez le délire, ça n'a pas grand sens. Mais ça montre que c'est écrit avec brio, étant donné que ce que j'ai remis en cause, c'est pas l'écriture de l'autrice des personnages, vous voyez. C'est pas oh là là, elle a mal écrit ses personnages, oh là là, elle a mal écrit le conseil. Non, non, c'est juste le conseil qui est nul. C'est-à-dire que l'écriture est bien, mais le conseil est nul. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, ça remet pas en cause l'écriture de l'autrice. Deuxième point négatif, enfin, négatif oui et non, en fait c'était mes envies à moi qui n'ont pas été respectées. J'aurais aimé qu'on voit plus la vie de Sophie à l'école. C'est-à-dire que un peu comme dans Harry Potter, mais de loin quand même, hein. Un peu comme dans Harry Potter, l'un des points centraux du premier tome, c'est l'école dans laquelle elle va, dans laquelle elle apprend les trucs d'elfes justement. Et là, bah, dans ce deuxième tome, on voit presque pas l'école. J'aimerais, moi, savoir ce qui se passe dans les différents cours dans lesquels elle va, ce qu'ils apprennent et tout. Ça serait trop chouette, mais non, on ne l'apprend pas du tout. Dommage. Et en même temps, c'est ce que je disais à Laurine. Franchement, le bouquin il est déjà bien assez épais, on va pas en plus rajouter des scènes de cours qui sont pas utiles pour l'histoire principale. Par contre, du côté positif, il y a plein de trucs. Déjà, premier point, c'est très imprévisible. On voit pas ce qui va venir, on devine pas ce qui va arriver, et ça, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien, ça fait trop du bien. On peut aussi noter que les personnages sont toujours aussi géniaux. Moi j'adore tous les personnages, je crois que je les aime tous à leur manière. Bon, il y en a 2-3 qui me tapent sur le système sévèrement, mais du coup, ça montre à quel point ils sont bien écrits. Et est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir d'être bien écrits ? Non. Pour ceux qui connaîtraient la série, qui ont lu le premier tome au moins, sachez que mon personnage préféré c'est Kif, cœur sur Kif, je l'aime d'amour, c'est un personnage extraordinaire, je l'aime, voilà, je l'aime. On va pas dire que c'est un crush parce qu'il est censé avoir genre 14-15 ans, et j'arrive pas à me le mettre, enfin... Pour moi c'est le pote sympa, vous voyez, il est dans la friendzone carrément avec moi, hein, clairement, parce que je suis trop vieille pour lui, mais il aurait 25 ans, je dirais peut-être pas. Et enfin, dernier point, et après je vous laisse tranquille avec ce livre, il y a plein d'interrogations depuis le tome 1, bah pourquoi Sophie, pourquoi est-ce qu'elle était chez les humains alors que bah personne va chez les humains, enfin voilà, qui est-elle, d'où elle vient, tout ça. Toutes ces interrogations, on se les trimballe depuis le tome 1. Et ça c'est un peu négatif, c'est-à-dire que je m'attendais à un truc un peu à la Harry Potter, vous voyez, où à la fin du tome 1, on a toutes les réponses aux questions du tome 1. À la fin du tome 2, on a toutes les réponses aux questions du tome 2. Pareil avec le 3, le 4, etc. Même si évidemment sur la toute fin, c'est plus le cas. Mais je m'attendais à avoir la même chose là, et c'est pas le cas. Il y a encore plein de questions auxquelles j'ai pas de réponse. Mais il y a aussi des questions auxquelles on me répond. Donc on avance progressivement, c'est juste que... En fait on avance bien. On stagne pas comme un tome passerelle, mais en même temps j'en aurais voulu plus. Donc c'est pour ça que c'est un peu mitigé ce point-là. Et on avance pas mal, et on n'avance pas assez, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça me mitige un peu, entre guillemets. Bref, excellente lecture, hâte de lire la suite, cœur sur Kif, et je vous conseille vivement la série si vous aimez la jeunesse, et surtout que c'est le genre de série, Laurine me l'a dit, où on progresse en même temps que les personnages, on avance en même temps qu'eux, on vieillit avec eux, et ça, c'est trop bien. Et enfin, dernière lecture, et cette fois-ci c'est le coup de cœur,
Pour le bingo du PIB, il fallait que je lise un livre de la maison d'édition du Chat Noir et que je lise un livre avec un objet estival. J'ai donc choisi mon chapeau d'été, que je n'ai pas sous la main donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais si vous êtes abonné, donc comme je le disais tout à l'heure sur notre Instagram à Laurine et moi, vous avez dû le voir passer ce petit chapeau avec la lecture de Pandémonium d'Aurélie Mendonça. Je pose celle-ci comme ça. Aux éditions, donc, je le disais, du Chat Noir dans la collection Féline. C'est ça. On va suivre notre héroïne, dont j'ai évidemment perdu le prénom, qui est croque-mort et va avoir le pouvoir de voir les esprits et de leur parler. Ce qui est fort sympathique, vous noterez. Et du coup, en général, elle s'occupe du corps de la personne décédée en même temps qu'elle voit l'esprit de la personne en question. Elle peut discuter avec et tout machin. Je vais pas vous faire plus que ça au niveau du pitch, parce qu'en fait... ça a été une lecture exceptionnelle que je vais avoir beaucoup de mal à vous décrire. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, elle m'a un peu donné l'impression de ce côté contemporain, mais dans une situation particulière, c'est-à-dire être croque-mort et voir des esprits. Donc c'est-à-dire que être croque-mort, c'est un aspect très peu vu dans la littérature quand même, faut être honnête, et en même temps très réel. Hein. Il y a des croque-morts, ça existe, il n'y a rien de fantastique, mais elle voit des esprits. Donc il y a un petit côté, la série Ghost Whisperer là, je pense que vous connaissez ou que vous avez vu vite fait un épisode du coin de l'œil. Donc c'est très sympa. Et en même temps, il y a un côté mythologique, parce que sa capacité à voir les esprits ne vient pas de nulle part, et on sait d'où ça vient, et on apprend d'où ça vient, etc. Et donc il y a plein de mythologies, c'est-à-dire qu'il y a un peu de mythologie nordique, il y a un peu de mythologie grecque, et c'est très chouette. Il y a d'autres trucs d'autres religions et mythologies, mais j'ai peur de dire des bêtises, alors je vais pas trop m'avancer. Mais il y a tout un aspect en tout cas mythologique. Et donc ces deux points-là sont les deux points principaux qui ont fait que j'ai adoré cette lecture. C'est-à-dire qu'il y avait le côté croque-mort, c'est quand même un métier qu'on voit très peu, du coup là on te décrit un peu le métier, ce qu'on y fait, etc. etc. Ça m'a énormément plu, et c'est la partie qui paraissait presque calme, vous voyez. Il y avait peu d'action, mais pourtant c'était captivant, moi j'ai trouvé ça captivant. Et l'autre partie c'était la mythologie, où là il y avait beaucoup d'action, et qui était aussi très très bien. C'est-à-dire que les deux parties principales, qui sont très différentes l'une de l'autre, se mariaient à merveille et étaient fantastiques. J'ai adoré ce livre. Je vous dis, c'est un coup de cœur galactique. Et c'était trop bien. Voilà, c'était mon explication. Bref, donc pour donner un peu plus de détails, les personnages sont géniaux, tous autant qu'ils sont, tous. Et même si les personnages ne sont pas tous humains, ils ont des caractéristiques très humaines pour le coup. Et j'ai adoré. Le gros point noir principal, c'est que les personnages ne sont pas assez développés. On arrive très bien à identifier les personnalités, comment ils sont, qui ils sont, etc. Mais j'aurais voulu qu'ils aient plus encore de profondeur, ce qui aurait été permis si ça avait été une série. Mais c'est un tome unique, c'est un one-shot, et ça me brise le cœur parce que j'aurais tellement voulu me replonger dans cette série plus tard, parce qu'elle est vraiment très très bonne. Enfin, si ça avait été une série, rip. Ça m'a donné une impression, si vous voulez, sur la fin, quand l'action commence vraiment à péter là, je me suis vraiment dit, mince, j'aurais bien voulu un deuxième tome pour qu'il se passe encore plus de trucs, ou que l'action soit plus développée, plus détaillée et tout, mais voilà, malheureusement c'est un one-shot. Bref, j'aime beaucoup ce livre, et je sais pas, j'ai pas regardé si l'autrice a sorti d'autres livres, mais si l'autrice sort d'autres livres, et qu'en plus il y a une thématique comme ça, inhabituelle, franchement je vais me plonger dessus. Je me pencherai dessus, et avec grand plaisir. C'était donc mes dernières lectures des mois d'avril et mai, du point de vue des romans tout du moins, parce que j'ai plein de graphiques à vous présenter, mais évidemment, vous le savez, ça c'est dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez votre pouce en l'air ou un commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine. Ciao!